Bonjour et bienvenue pour ce nouvel de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Ant-Man and the Wasp. Il est réalisé par Peyton Reed et il est sorti le 18 juillet 2018. Je l'ai vu au cinéma et en version française. C'est important, je peux le dire tout de suite dans une petite parenthèse, parce que probablement je pense que le film est plus drôle en version originale. Seulement voilà, quand on a un gamin, c'est plus difficile d'aller au cinéma. En tout cas pour moi ça l'est, et du coup j'ai pu le voir que dans une version française. Ceux qui ont vu la VO, commentez, dites-moi si le film était drôle en VO, parce qu'en version française c'était un peu plus... mais je vais en parler tout de suite. Alors je dois commencer par parler de cette critique, par commencer par Peyton Reed. J'ai pas vu tous ses films. C'est un réal notamment du sympathique et franchement drôle Yes Man. Pour la petite parenthèse, c'est un des rares Jim Carrey movies que j'apprécie vraiment. J'ai pas vu tous les films de Jim Carrey, hein. Mais Yes Man, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Il y a un humour absurde. Mais les personnages sont plutôt touchants, notamment Zooey Deschanel qui est très très bien dans le rôle, qui est très bon dans un rôle de femme décalée mais bien avec elle-même. C'est un film réussi, Yes Man, je le conseille sans trop de soucis. Je trouve, on peut ne pas être client de cet humour, mais je trouve que l'histoire est assez touchante et assez bien écrite pour finalement trouver son public. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film sympa et assez loufoque et sincère pour passer, je trouve. Sinon, il a simplement réalisé Ant-Man 1. Je vous renvoie à ma critique de 2 minutes que je faisais à l'époque sous les formats précédents de HO. Vous allez voir mon point de vue sur la question, mais grosso modo, j'expliquais que notamment au départ du projet, c'était Edgar Wright, qui est un réalisateur avec un autre background, notamment parce qu'il a réalisé la fameuse trilogie des Cornetto, les films avec Simon Pegg et Nick Frost, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, et je sais plus le film de zombie. Le titre du film de zombie me revient pas là. Truc of the Dead, j'imagine. Shaun of the Dead, voilà. Et on sentait beaucoup la patte de Edgar Wright dans le premier Ant-Man, dans l'humour qui était très efficace du film, pas envahissant en rapport à une narration dramatique. C'était très réussi, et ce mix-là, de toute façon, Peyton Reed est très bon à le gérer, je trouve. Du coup, j'avais une impression personnelle que Reed avait suivi l'empreinte du projet de Wright, et qu'au final, dans le film final, même si Reed évidemment avait fait un film qui était le sien, je ressentais vraiment la patte et l'intelligence de Wright dans notamment les choix d'écriture globaux de l'histoire. Peut-être que je me trompe, hein, c'est difficile à doser. J'ai le Blu-ray, mais j'ai jamais écouté les commentaires. Tiens, je ferai peut-être un bonus, un erratum, mais corriger ça si d'aventure Peyton Reed expliquait à l'endroit où il a été, entre guillemets, plus en possession du projet que Edgar Wright. Mais bon, en tout cas, j'avais vraiment la sensation d'avoir vu quasiment un film de Wright sans Wright. Ce qui fait que le film était bien, hein, j'avais pas eu trop de problèmes avec ça, mais pour moi c'était le grand truc, hein. J'avais nommé ma vidéo Edgar Forçat de la Cambriole en référence à la série de dessins animés Edgar de la Cambriole, parce que justement je trouvais que le petit côté voleur du personnage principal et l'humour rafraîchissant me faisaient penser beaucoup à du film de Edgar Wright, mais seulement il était plus là. Donc voilà, il y avait un petit côté... j'ai braqué le film d'un gars qui a fait le film après moi, bon bref. C'est un peu tordu et alambiqué comme truc, mais je trouvais ça assez marrant. Oui, mon humour est très très difficile à comprendre. Peut-être que c'est un humour que pour moi d'ailleurs. Bon, peu importe. Et donc, Ant-Man 2 était... Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la guêpe en français, était le vrai projet de Reed pour le coup. Pour le premier, puisque encore une fois, il arrivait après que la production était très 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 avancée sur le premier Ant-Man. Et il avait quasiment eu un script terminé entre les mains, même si lui, il avait mis un peu de son humour et tout ça. Bref. Donc c'était non seulement le premier projet où Reed était complètement à la tête du projet, mais en plus il devait faire suite dans le MCU. Donc c'est un film qui donne, je trouve, plusieurs axes de réflexion sur son identité. Déjà, c'est un film qui arrive dans la continuité du MCU, et pas à n'importe quel endroit, je vais en parler après. C'est un film de super-héros. Et enfin, c'est aussi un film en soi, et notamment un blockbuster. Je vais parler de ces 3 axes durant ma critique, pour bien m'expliquer. Mais avant d'enchaîner tout ça, le pitch. Ant-Man est assigné à résidence chez lui depuis qu'il a aidé le fugitif Captain America. Bientôt, au bout de ses 2 années de liberté surveillée, il fait un rêve étrange où il se voit dans le corps d'une femme. Inquiété par ce rêve, il reprend contact avec Hope et son père Hank Pym. Ces derniers kidnappent alors Scott et lui apprennent qu'ils ont besoin de lui pour retrouver la mère de Hope et la femme de Hank dans l'infiniment petit, le plan, l'univers quantique. Donc, par où commencer ? On va plutôt parler déjà du film dans la continuité du MCU.
Si on a vu Infinity War, qui était donc le dernier film du MCU et qui a donc du Marvel Cinematic Universe et qui donc a cristallisé l'univers autour d'énormes attentes à la suite pour les fans, je vais reformuler ma phrase. Les gens qui ont vu Infinity War, je pense, sont très en attente des films suivants qui vont continuer l'histoire, puisque la fin jouait beaucoup sur un cliffhanger, pour le coup très réussi, je pense, qu'on ait suivi le MCU ou pas. Dans ce point de vue-là, si on attendait la suite de Infinity War ou une suite potentielle ou des indices de la suite, le film est décevant. Clairement, il n'apporte rien à Infinity War, et je trouve que même pire, il gère le lien avec le MCU hors de son histoire principale. Ce qui d'un côté est vendu par Peyton Reed, je dis bien vendu parce que je pense pas que lui soit dupe, en disant ben nous on a fait notre histoire, on voulait boucler une histoire complète qui était la nôtre, et ensuite mettre un petit coup de pression pour redonner aux gens de retourner dans le MCU, ce qui était en fait, en traduction simple, la manière la plus simple et la plus faible de réintroduire le film dans le MCU. C'est-à-dire faire ton histoire et ensuite tu fais une scène post-générique pour dire non mais en fait on est dedans. Je trouve que c'est faible, je trouve que le film aurait pu être dedans, et je trouve que c'est décevant. Ça pouvait passer dans les films précédents, je trouve, du MCU, parce qu'il n'y avait pas de cliffhanger qui englobait tout l'univers. Mais après Infinity War, il y a un tel cliffhanger qui englobe tous les films suivants, c'est forcément décevant. Infinity War a un rôle très différent de tous les autres films du MCU, c'est qu'il avait quasiment... il envoyait obligatoirement le film suivant vers une suite potentielle. Ou les films suivants, puisque Captain Marvel va être aussi avant... va être une suite avant le prochain Avengers, qui sera donc la conclusion de Infinity War. Et il aura un rôle aussi dans les attentes des gens qui ont vu les films précédents, qui ont vu Infinity War notamment, ce qui est logique. Ou simplement dans l'attente des gens qui ont vu Infinity War tout court. Dans ce sens-là, Infinity War a changé forcément l'attente. Et à cet endroit-là, c'est forcément décevant Ant-Man and the Wasp. On est quand même sur un film qui tient sur... Infinity War tient sur un cliffhanger de 10 ans de film. Donc, de films qui suivaient... Les films qui suivaient, devaient gérer l'attente au moins un peu de Avengers 4, au moins un minimum avant Captain Marvel, qui lui par contre s'annonce comme un élément important de la continuité de l'histoire de Thanos, le méchant de Infinity War. Et là, on se retrouve avec un film qui arrive grosso modo comme un cheveu sur la soupe, parce que il le gère pas du tout. Il y a juste une liaison, comme je disais, hors contexte de l'histoire principale, et c'est décevant. Et c'est mal vu de la part de Kevin Feige et de Marvel, faut être honnête, parce que Kevin Feige est le producteur principal du Marvel Cinematic Universe, et il gère ça plutôt bien jusqu'à présent. Et là, je trouve que Ant-Man and the Wasp arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'imagine que ça va avoir une importance importante dans le prochain Avengers, la suite directe d'Infinity War, mais c'est mal amené quoi qu'il en soit. Ça ne donnera pas de la qualité, je pense, par la suite à Ant-Man. Je peux me tromper, à Ant-Man and the Wasp. Je peux me tromper, mais c'est ma sensation. Et c'est dommage parce que le film avait de super cartes à jouer, avec cette idée que ça pourrait pu être un film qui aurait pu pérenniser le suspense de manière maligne. Sans compter que Ant-Man est un film de comédie qui se prêtait bien à ça, de changer le ton. On était resté dans l'univers sur une note extrêmement sombre, pessimiste, triste, comme ça, assez choquante. Et là, on avait un film de comédie, puisque c'est le ton des Ant-Man. Ant-Man 1 était plutôt une comédie d'action, et là c'est encore le cas ici. Donc il y avait vraiment moyen de faire une continuité, de la pérenniser, mais d'avoir un autre ton. Et non, c'est vraiment mal géré, c'est limite beauté en touche. Bref, c'est vraiment décevant. Alors, en tant que film de super-héros, pour parler de l'axe suivant, je vous laisse juge. C'est un film qui croise Hank et Hope, donc la famille Pym, qui veulent retrouver leur mère dans le plan quantique, donc qui se retrouveraient dans le plan quantique. Scott, donc Ant-Man, qui veut finir sa période de liberté surveillée pour être libre de sortir librement avec sa fille, puisque jusque-là, il est sur liberté surveillée, il est obligé de rester dans sa maison, il a un bracelet au pied pour vérifier ça, il est surveillé par le FBI ou la CIA, je sais plus. Il y a les amis de Scott, qui étaient les copains déjà dans le premier, et Scott lui-même qui ont monté une boîte et qui essayent ensemble de faire marcher leur boîte, et c'est difficile, une boîte de sécurité. Il y a un méchant mafieux qui veut la technologie quantique de Pym, parce qu'il voit que c'est le the next big thing, le prochain gros truc, et une méchante avec un super pouvoir qui veut la technologie quantique de Pym aussi. C'est pas mal comme base, parce que en croisant ces 4-5 axes, on peut obtenir quelque chose d'assez cocasse et de comique. Et en plus de dynamique. Tout le monde court grosso modo après la même chose, donc la technologie quantique de Hank Pym,
C'est une idée simple, mais qui est supposée permettre une histoire dynamique en mode course-poursuite. Seulement voilà, c'est pas si simple. Ant-Man 2, personne dit la guêpe dans le film, donc à un moment donné, on va dire Ant-Man 2, ce serait peut-être plus simple. De Wasp, hein, je l'ai pas entendu du film, donc voilà. Je trouve qu'Ant-Man 2, donc, à cet endroit-là, est un exemple de joli foirage. Alors pourquoi ? La recherche de Hank et Hope est jolie, ils essaient de retrouver leur mère et tout ça, mais dans le développement, c'est faible. Je donne un axe sans trop spoiler, la mère est dans cet univers quantique depuis 30 ans, entre parenthèses, univers où le temps et l'espace deviennent abscons. C'est dit dans Ant-Man 1. C'est pour ça que c'est mortel de s'y retrouver, parce qu'on risque de s'y disparaître, de s'y dissoudre. Je crois que tout le monde n'arrive pas à concevoir un univers, un endroit, où le temps et l'espace deviennent abstraits. C'est même assez angoissant quand on essaie vraiment de concevoir quelque chose comme ça. Mais dans le 2, ils ont réglé le problème, parce que visiblement ça leur posait problème à l'écriture. C'est plus un espace-temps bizarre, c'est juste un lieu, qui a les mêmes règles de temps que nous. Donc en fait tout va bien, il suffit de s'y rendre quoi, en quelque sorte. On voit à un moment donné Hank Pym qui a des difficultés à aller dans cet univers-là et qui en souffre un peu, mais finalement c'est réglé de manière par un Deus Ex Machina complètement lourdingue. Et au final, la mère, là pendant les 30 ans, eh ben elle a juste vieilli 30 ans. Donc c'est complètement absurde. Surtout que l'évolution de la mère, ça aurait pu donner quelque chose, un vrai enjeu, quelque chose de très fort. Au final, c'est un tout petit enjeu qui est quasi inexistant. Si ce n'est pour faciliter le scénario. Mais vraiment pour le faciliter, je trouve pas que ça apporte quelque chose au scénario. Et ça, c'est vraiment décevant. Je spoile pas, hein, je pense que ça vaut pas le coup de spoiler ce film, notamment. Il y avait vraiment 1000 fois mieux à exploiter avec l'univers quantique qu'avait mis en place Ant-Man 1. Notamment avec cette séquence où Ant-Man s'y retrouve et où il doit quelque part trouver une manière de revenir. Il a cette idée qui est juste technologique, mais on voit bien que pendant un moment c'est angoissant, c'est complètement métaphysique comme endroit. Et je trouvais ça extrêmement juste comme traitement de cet endroit. Un des autres axes, Scott, le fait que Scott doive gérer sa liberté conditionnelle et pas quitter son appart, évidemment il va en sortir pour faire des aventures et tout. C'est un ressort comique, dramatique, plutôt sympa. Mais c'est aussi ici mal exploité. Déjà la famille de Scott, son ex-femme, son copain qui était flic dans le premier et qui là on verrait que voilà, il a plus rien du tout, etc. sont devenus extrêmement tolérants par rapport à la délinquance, encore une fois, de Scott. Du coup, ils manquent complètement d'enjeu. Grosso modo, ils passent leur temps. Quand on les voit à l'écran, ils font des câlins à Scott. Voilà, ils lui disent c'est bien, c'est super, tu vas y arriver. Il n'y a pas de changement de discours, c'est complètement en ligne droite, alors que c'était un enjeu dans le premier, qui aurait pu encore être très présent, puisque dans le premier, la femme de Scott l'accuse clairement d'avoir fait des conneries, et c'est pour ça qu'il a plus le droit de voir sa fille. Il est encore plus irresponsable après en se faisant carrément arrêter dans un pays étranger par la CIA, mais là du coup sa femme le pardonne tout de suite en lui disant non mais c'est bon, tu fais ta probation et tout ira très très bien. Enfin, et elle lui met plus aucune pression, c'est-à-dire que le personnage est devenu complètement lisse et n'a plus aucun intérêt. Du coup il y a un manque d'enjeu qui est juste impressionnant à cet endroit-là. Le rapport entre Scott et sa fille, à cet endroit-là, il faut être honnête, fonctionne quand même correctement, c'est une jolie relation, mais c'est une relation qui est jamais réellement mise en danger. On appesantit le film avec ça, il voit sa fille, il a des dialogues avec elle, qui sont parfois drôles, parfois sympathiques. Mais finalement, cette relation est jamais réellement mise en danger. Au moment où tu dis dans le film qu'ils vont oser franchir la limite, ce qui était le cas dans le 1, et c'est ce qui faisait que le climax fonctionnait, encore une fois, là ils osent pas y aller, et de manière complètement, je trouve, refroidissante encore une fois. On veut pas, c'est comme si on voulait faire une comédie familiale un peu naze, un peu tout public. Je reviendrai là-dessus plus tard. D'ailleurs, il y a un petit syndrome dans le film que je déteste dans le cinéma actuel, hein, c'est le syndrome de l'enfant qui comprend tout. C'est l'enfant adulte. C'est vraiment lourdingue, c'est mignon, mais c'est invraisemblable souvent, et surtout ça tue souvent toute tension narrative. Parce qu'il n'y a pas besoin de ménager la susceptibilité de l'enfant vis-à-vis de ce qu'il vit. Tout simplement parce que c'est pas un enfant. C'est quand même un enjeu, vous savez. Je dis pas ça parce que maintenant je suis parent, depuis quoi, maintenant ma fille a 1 an et quelques, mais je veux dire, je l'avais vu avec mes neveux, d'autres enfants que je voyais autour de moi, traiter de sujets ou discuter de... Vous savez, vous connaissez peut-être cette situation, vous êtes avec votre famille, vous discutez à table, et vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez des enfants à table et que vous ne pouvez pas traiter tous les sujets de la même manière. Vous devez d'une certaine manière adapter vos paroles, adapter la manière dont vous en parlez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en parler et devenir cucu, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les enfants constamment des discussions, quoique il y a des sujets qui
demande parfois de mettre les enfants un peu à l'écart, ce qui est tout à fait normal. Bref, vous ménagez leur susceptibilité, mais plus simplement, le terme n'est pas juste, le fait qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ce sont des enfants, il y a des choses qui ne sont pas encore prêts à se confronter ou auxquelles vous voulez peut-être pas qu'ils se confrontent tout de suite. Ce qui est tout à fait compréhensible, c'est des paliers d'éducation qui sont liés à leur évolution et à leur éveil. Bref, vous êtes face à des enfants et vous devez le gérer. Et un des ressorts scénaristiques lourdingues et paresseux qu'on retrouve souvent dans les films actuels, c'est ce coup de l'enfant, et c'est bon, il est assez intelligent, donc t'auras pas besoin de lui dire, on n'aura pas besoin de faire en sorte qu'il lui dise pas les choses ou qu'il se plante parce que c'est pas très joli, c'est un petit peu, comment dire, gênant pour les parents qui viennent voir, enfin je sais pas ce qu'on se dit en termes d'écriture de scénario pour être content de ça. C'est drôle parfois, et ça serait bien si c'était dans quelques films, mais c'est dans la majorité des films, et c'est là, clairement, dans Ant-Man, comparer le personnage de sa petite fille au 1, au 2, c'est pareil, il y a un changement, un revirement, qui est clairement une faiblesse d'écriture, et une paresse d'écriture. Parce que si elle avait eu son âge, on aurait eu droit à des séquences superbes à cet endroit-là. Surtout que Scott, dans le premier, prouve que c'est un bon père face à un enfant, et non pas face à un enfant adulte. Bref, on perd une grosse ficelle du premier qui en faisait beaucoup du charme, et au-delà du fait que la fille ait pu grandir, c'est une perte de qualité dans l'écriture et une perte de quiproquo possible et de difficulté pour Ant-Man. Bref. De toute façon, tout ça pour dire que globalement, les enjeux familiaux sont sous-exploités, voire inexistants. C'est décevant pour un film sur la recherche de la mère et la défense de la relation père-fils. C'est-à-dire que les relations de famille sont quand même le sujet principal du film, et au final, c'est globalement maltraité, ou c'est tout simplement sous-traité, quand c'est pas faiblement traité. Bref. Si on prend l'axe du méchant mafieux du film, ce serait pas mal de voir... Enfin, c'est un méchant qui serait pas mal si c'était pas seulement, voire dangereux, si il n'était pas l'ennemi des copains de Scott qui sont le ressort comique du film. Du coup, ils sont tous là, ce méchant-là, aussi bien que les copains de Scott, pour être un ressort comique. Je fais tout de suite une parenthèse, je disais en introduction que peut-être le film est plus drôle en VO, et je pense que c'est le cas, même si en français il y a quelques vannes qui fonctionnent, hein. Mais globalement c'est assez dommage, notamment parce que ce méchant-là est joué par Walton Goggins, qui est un bon acteur, qui joue notamment dans Django, dans The Hateful Eight, dans The Shield. C'est un acteur que je trouve sous-exploité au cinéma, il n'y a que Tarantino qui a fait des choses intéressantes avec lui, et la série The Shield, je trouve. Bref. Du coup, ça décolle pas non plus. On attendrait quelque chose d'un peu plus intense, qui soit dangereux, qu'il ait une manière plus vicieuse d'être dangereux envers Ant-Man ou envers Hope et son père. Et bah, c'est pas le cas. Il fait juste partie de l'équipe qui leur court après, et finalement, il est là pour faire du running gag avec les copains de Scott. Encore une fois, il y a quelques vannes qui fonctionnent, mais comme globalement le film manque d'enjeu, ça aussi, ça devient creux. Et la méchante au super pouvoir du film, puisqu'il y en a une, et vous l'avez peut-être vu dans les bandes annonces, elle est intéressante parce qu'elle est mystérieuse, et elle a un pouvoir basé sur le déphasage. Grosso modo, elle traverse tout. Je passe les détails. Hein. Le costume joue notamment sur un visage d'insecte, de menthe religieuse blanche, qui est assez étrange et qui est assez réussi. J'aime bien le design, honnêtement, ils ont fait un beau travail. Et l'actrice a aussi un visage intéressant, assez fou, comme ça, il y a une forme de folie dans le fond du regard, qui aurait pu bien fonctionner. Mais malheureusement, très vite, on comprend qu'elle contrôle pas tout à fait son pouvoir, ça vient très vite dans le film, je vous spoil rien. Et le film, du coup, perd un peu en consistance sur ce point. Par moment, elle contrôle, par moment, elle contrôle pas. On sait pas trop pourquoi. Déjà, ça, c'est un problème. Visiblement, elle a besoin de s'en guérir de ça. Désolé de spoiler un peu. Mais au final, j'ai eu du mal à comprendre en quoi elle a besoin de s'en guérir, parce que finalement, elle a l'air de l'utiliser, de le contrôler assez bien. Donc, bon, ils te disent qu'elle est en danger. Bon, je veux bien, mais c'est pas la sensation qu'elle donne en l'utilisant. Et visuellement, bah, c'est sous-exploité. Tout simplement, par exemple, dans les confrontations entre Ant-Man et la Guêpe, avec ce méchant qui grosso modo qui s'appelle le fantôme, bah, c'est pas très attrayant. Il n'y a pas un grand sens du spectaculaire de toute façon chez Reed, hein, je trouve. Hein. Et en plus, l'histoire de la méchante est finalement sous-exploitée alors qu'elle est très racontée. Globalement, c'est un méchant qui est sous-exploité. Il est dit dans le film que la méchante souffre tout le temps à cause de son pouvoir. C'est un petit mini-spoiler, vous inquiétez pas, ça arrive très tôt. Ce qui est très intéressant. Du coup, ça expliquerait pourquoi elle a du mal à garder son calme et pourquoi elle ferait des accès de colère, ouais. Quand vous souffrez tout le temps, au bout d'un moment, vous êtes usé moralement, vous manquez de patience, vous êtes complètement submergé par vos émotions et des émotions très négatives.
Ça aurait pu être vraiment très intéressant, et ça aurait pu expliquer avec justesse pourquoi elle est méchante. Et ben non. C'est sous-exploité et c'est inconstant dans le film. Par exemple, la méchante, à un moment donné, propose de s'en prendre à la fille de Scott, de Ant-Man, pour forcer Ant-Man à faire quelque chose qu'elle veut, à lui donner quelque chose, parce qu'elle est pressée, parce que le temps presse pour elle. C'est une très bonne idée. Ça fonctionnait déjà dans le 1, d'ailleurs, hein, avec le The Yellow Jacket, le méchant pour point jaune qui se retrouvait avec donc la fille de Scott à la fin. Je spoil un petit peu, c'est pas dérangeant, vous verrez, ça ne me dérange pas du tout à la vision de Ant-Man 1. Ça aurait pu dynamiser et tendre... Dans le 1, ça dynamise et ça tend vraiment bien la narration, vraiment de manière très simple. Mais ici, elle est persuadée par un dialogue, en quelques secondes, par un autre personnage que c'est pas bien, et du coup elle le fait pas, elle dit je ferai autre chose. On s'attend à quelque chose d'autre d'important ou de grave ou de dangereux, mais en fait elle le fait juste pas. Franchement, elle le fait juste pas. Et ça, je trouve que c'est un exemple typique de méchante charismatique qui ne fait pas peur du tout. C'est juste un antagoniste. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait tout un potentiel autour de la douleur, de la peur de mourir, qui était hyper intéressant, qui aurait pas du tout enlevé du comique au film, vraiment pas du tout, mais tu sens vraiment que ça a freiné des cas de fer du côté de Peyton Reed au niveau de l'écriture, pour éviter de franchir un cap de glauque ou tout simplement de tension dans le film. Bref, tout ça pour dire que le film passe à côté de son potentiel, globalement. Pour devenir un film familial mou et assez inodore, même les scènes spectaculaires sont facilement peu intéressantes. Le jeu essentiellement sur les capacités de Ant-Man et de la guêpe, petit, grand, le fait est que la guêpe se vole ou que Ant-Man soit géant, ça fonctionne seulement par moments. Exemple, on a une scène d'intro de la guêpe qui est, je trouve, pas terrible, où elle a un plan plutôt marrant où elle saute, elle est toute petite à côté de couteaux qu'on lui lance et puis elle marche dessus en étant toute petite là. C'est pas mal, c'est un joli plan, mais la scène est globalement molle. Ou bien l'autre exemple, c'est à un moment donné où Ant-Man devient géant. Oui, grosso modo, je vous passe les détails, il fait du skateboard en étant géant. C'est plutôt drôle, c'est plutôt réussi comme moment, mais c'est comparé à un autre moment où il devient grosso modo une baleine. Encore une fois, je veux pas trop spoiler, mais ça apporte pas grand chose, ça finit... il devient comme ça, et voilà. Enfin, je sais pas quoi dire, je trouve qu'il n'y a pas d'intensité. Quand Ant-Man devient grand, dans Civil War, ça ajoute de l'intensité à la séquence, et ça ajoute de l'enjeu à ce qui se produit. Là, c'est juste, il résout la situation en faisant ça, et voilà. C'est drôle, fin de l'histoire. C'est pas une utilisation intéressante et complexe d'un pouvoir. Du coup, ça manque de sens de démesure dans la mise en scène de Reed. S'il n'y a pas de blague, grosso modo, ça reste assez plat. Je trouve que Peyton Reed, grosso modo, il est essentiellement préoccupé de faire rire les gens, et le reste, finalement, est assez, on va dire, académique, voire même en dessous du niveau académique. C'est assez faible. Mais il y avait clairement un autre potentiel dans ce Ant-Man et son scénario. J'espère l'avoir expliqué assez clairement jusqu'ici. Par exemple, la dimension quantique, l'univers quantique, est vraiment pauvre. Comme je le disais avant, dans le 1, c'est un lieu métaphysique complexe, assez angoissant, parce qu'il est difficile à imaginer, c'est un endroit hors de notre temps et de notre espace. Il y avait quelque chose là qui fonctionnait vraiment bien, et on insiste bien dans la mise en scène de manière équilibrée, c'est Hank Pym qui dit à un moment à Scott, si tu descends en dessous d'un certain niveau de taille, tu n'arrêtes plus de rétrécir, et tu deviens subatomique, un endroit où la notion de temps et d'espace devient absurde, et tu peux être prisonnier de ça parce que tu deviens fou, tu sais plus où t'es, C'était extrêmement intéressant. Dans le 2, encore une fois, c'est juste un lieu où visiblement on peut vivre, et vieillir en plus, c'est vraiment complètement con. Mais en plus, c'est un lieu bien physique. C'est juste très microscopique. Voilà. C'est plus très mystérieux tout ça quand même. Hein. J'ai l'impression personnellement que Reed, ni la production ne voulaient laisser l'univers quantique être un lieu complexe. Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait rendu le film bien plus fort. Ils avaient osé le faire par exemple dans Doctor Strange avec l'univers quand l'ancien emmène Doctor Strange dans cet univers où elle essaie de lui expliquer ce que c'est un peu la magie en quelque sorte. Et ça fonctionnait très bien, c'était assez angoissant avec des images assez fortes, on le voit à un moment tomber dans son propre œil, c'était vraiment bien foutu. Bref, il y avait ce potentiel là aussi dans Ant-Man, dans cet univers quantique, et il y avait moyen de le creuser dans la suite.
Je pense que Reed n'a pas compris ce que voulait faire Wright dans le premier avec cet univers-là. Il y avait quelque chose à développer avec cet univers-là aussi. Et poser des questions très fortes sur la famille, sur la notion de perte de soi, notamment, dans la famille. Il y avait quelque chose, un miroir à créer. Entre autres, c'est un exemple parmi d'autres, il y avait beaucoup de choses à faire avec l'univers quantique. On aurait pu aussi, par exemple, en faire un lieu, une sorte de prison mentale beaucoup plus forte, où le personnage vit une sorte de loop de choses. Il y a un petit essai dans le film qui est fait comme ça, mais qui est vite avorté. Et on sent vraiment que ça leur faisait peur d'aller mettre les pieds là-dedans et de se paumer narrativement, parce qu'ils ne comprennent pas, je pense, tout simplement le potentiel de ça, ni ce que Wright avait lancé comme idée à partir de ça. Et je pense que Wright était très intéressé d'aller plus loin dans une suite, notamment avec ce qu'il a écrit pour Ant-Man 1. Donc, pour résumer ma sensation, c'est dommage. C'est un film sympa par moment, mais globalement, il n'y a aucun réel enjeu, et donc il est très oubliable. Pour aborder un point que j'ai très peu abordé, je trouve que c'est un blockbuster très décevant, parce que pas si fun que ça, et assez oubliable. Je trouve qu'un blockbuster, à un moment donné, même s'il est naze, même si c'est du Fast and Furious, il faut qu'il ait une séquence spectaculaire qui te reste en tête quand on sort. Parce que c'est le signe qu'il y avait au moins une séquence qui était un peu ouf, t'avais pas vu ailleurs, un peu larger than life, comme ils disent en anglais. Et ben là, c'est pas le cas. Je suis sorti du film, j'ai pas trouvé qu'il y avait une séquence qui était vraiment marquante dans ce Ant-Man. Spectaculaire ou comique, honnêtement. Alors, possible que arriver après Infinity War, ce soit trop dur pour Reed. Je pense que oui, effectivement, c'était trop dur pour lui. Je sais pas si vous entendez, mais il y a ma fille qui est en train de pleurer. J'espère que ma femme va s'en occuper, qu'il n'y a pas de souci. Je sais, c'est très macho ce que je suis en train de dire, mais en fait, elle m'a donné un petit peu de temps. Je la remercie très fortement. Hein, ma chérie, si tu écoutes cette review, merci beaucoup. Je sais que c'est dur de s'occuper de bébé. Je vais vite finir d'enregistrer pour aller m'en occuper aussi. Donc bref, c'était difficile de venir après Infinity War, c'est clair, parce qu'Infinity War a monté des enjeux émotionnels hauts, la mise en scène haute, et avec quelques moments spectaculaires assez excellents, faut le dire, j'en ai parlé dans ma review, je vous envoie l'écouter si vous le souhaitez. Donc oui, c'était dur d'être après, et je pense que c'était trop dur pour un réalisateur du niveau de Peyton Reed au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour il me détrompera. Peut-être que dans Ant-Man 3, puisque visiblement il y en aura un troisième qui sera encore réalisé par Reed et écrit par Reed, ils vont y arriver. Mais pour l'instant, je suis assez pessimiste malheureusement sur les réalisateurs que j'aimerais voir continuer dans l'univers Marvel. C'est pas spécialement Reed, pas spécialement personnellement. Ant-Man 2 aurait dû être un film qui aurait dû être plus après Avengers 4 ou avant Infinity War. Parce qu'il est sans enjeu réel et il vise un public familial. Je crois pas qu'encore quand on a vu ce film-là, on a envie d'aller voir les autres films du MCU derrière. Ce qui, je trouve, globalement, c'est mon point de vue, je l'ai déjà expliqué dans ma review sur Infinity War, la plupart des films du MCU réussissaient ça. Excusez-moi. Ils réussissaient à un moment donné à donner envie de suivre les films du MCU. Ant-Man 2, pour moi, fait partie de la suite de ces films qui n'y arrivaient pas. Thor, The Dark World... Black Panther, pour moi aussi. Je sais pas, il y en avait un autre encore, mais je sais plus. Bon, bref. Donc voilà, c'est pas un film qui avait assez de qualité pour être, je trouve, une suite intéressante à Infinity War. Je trouve qu'il a même fait descendre un petit peu les enjeux de Infinity War en étant finalement aussi loin de son univers et aussi peu impliqué. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais même en considérant cela, tout ça, c'est un film qui est vraiment peu enthousiasmant. C'est presque inquiétant pour la suite du MCU. Perso, je suis inquiet pour Captain Marvel, parce que je connais pas le réalisateur, je sais pas trop quoi en entendre. Et je reste plutôt tranquille pour Avengers 4, parce qu'il est déjà tourné, parce que je pense que les frères Russo ont montré la qualité de leur travail, et que je peux pas leur enlever le fait qu'ils savent faire des blockbusters de qualité, avec du côté, comme je disais, un peu waouh. Même si au niveau écriture, comme je l'expliquais dans Infinity War, j'avais des choses à redire, notamment. Mais je suis quand même un peu inquiet parce que je trouve que c'est le premier pour moi vrai film qui arrive qui rate quasiment tout ce qu'il fait dans ce MCU, ce qui n'était pas le cas par exemple de Black Panther que je critique, mais dont l'histoire était très très bien écrite par exemple. Je vais être sur mes gardes pour la suite du MCU, même si je vais tout aller voir jusqu'à Avengers 4, je sais pas si ensuite je serai encore motivé d'aller tous les voir. En tout cas, perso, je ne conseille pas ce Ant-Man. C'est pas une horreur, mais c'est une comédie sympathique, vraiment moyenne. Mais je trouve que c'est trop en deçà de ce que le Marvel Cinematic Universe peut produire, je pense. Pour la petite parenthèse, DC arrive avec Aquaman et James Wan. Là, je trouve qu'ils ont une belle occasion de reprendre la main sur la hype des films de super-héros. À moins qu'ils se fassent souffler
la bougie par Venom, qui est un produit Marvel, mais en fait c'est plus un produit Fox, qui intégrera peut-être le MCU s'il cartonne. Mais j'en parlerai au moment où j'aurai vu Venom. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Je pensais à quelque chose. Non, ça ira, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est super cool. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent régulièrement. Ça fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse au-delà de tout. Que vous likez, dislikez, à la limite, c'est bien. Ça me donne des indices. Mais je préfère savoir votre avis, avoir vos arguments. Ça m'intéresse beaucoup plus. Vous pouvez aussi me tweeter ce que vous en pensez. Je suis aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. C'est un mec qui parle trop sur toutes les plateformes. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Et on va en fait entamer, petit spoil, la série des films de l'été, puisque j'ai pu voir quelques films cette semaine avec ma compagne. Et je vais vous faire un petit retour des films de l'été, tiens, les uns après les autres, on va bien rigoler là-dessus. Et je pense que le film que je vais vous conseiller au final de voir à la fin de toute cette série est peut-être pas celui que vous aurez auquel vous seriez attendu avant cet été. Bref, un petit peu de suspense de temps à autre, ça fait pas de mal. Merci beaucoup pour votre écoute les amis, et à très très bientôt pour un nouvel épisode de HO. Ciao ciao.